L'étape ultime pour déterminer la solution de l'équation de Dirac est maintenant de remplacer le spinner ou la fonction d'onde par son onde plane. Et cette onde plane, elle doit tenir compte des propriétés spinoriales de notre fermion, ainsi que de sa fonction propre d'énergie négative et de quadrivecteur constitué de mouvement. Pour cela, nous allons substituer le spinner de l'équation de Dirac par son nom de plane, l'équation de Dirac qui s'écrit I, gamma mu, T rond mu, moins 1, psi de x égale à 0. Il y a une onde plane qui devrait renfermer toutes les informations du fermion. Ça découle en fait de l'information, de l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Donc, et je définis je ne sais pas si ça marche bien. L'onde plane de fonctions propres de quadrivecteur quantité de mouvement d'énergie positive exponentielle de moins I, P, scalaire X, U, de P, et d'énergie négative, phi moins de X égale à exponentielle de I, P, scalaire X, V, de P. Avec comme P de 0 qui est positif. En effet, ça, c'est un quadrivecteur, c'est un 4 termes. On a une partie temporelle, une partie spatiale. La partie temporelle, elle est toujours positive. Donc, voilà. Si je substitue l'équation dans l'équation de Dirac par l'énergie positive, j'ai maintenant I, gamma mu, T rond mu, exponentielle de I, P, scalaire avec P mu, alors X mu, X mu, U de P, U de P moins M, exponentielle de moins I, P, scalaire X, U de P. Tout ça égale à 0. Et bien là, j'ai une dérivée, et cette dérivée-là, elle est par rapport à x. Donc, c'est exactement comme un d sur t de x, ce qui est là. Mon quadrivecteur divergence qui est là, il agit sur le quadrivecteur position qui est là. Et c'est exactement comme ça, hein. Si je fais cette théorie, j'ai un, c'est exactement la même chose. Donc, je vais avoir tout simplement tout ça. J'ai une constante là. J'ai finalement I gamma mu facteur de moins I P mu de x c'est égal à 1. J'ai tout simplement ça. Exponentielle de moins I P scalaire x U de P moins exponentielle de moins I P scalaire x U de P égale à 0. Et je peux réarranger tout ça. Les I vont devenir des moins I. Les I vont devenir des I au carré. Et le I au carré donne moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. Finalement, j'aurai tout simplement gamma mu, P mu. Je vais sortir
Et un M qui est là. Et un M qui est là. Je vais sortir l'exponentielle moins IP au scanner X, U de P, moins M, exponentielle de moins IP, scanner X, U de P, égale à 0. Et là, ce que je peux faire, je peux diviser des deux côtés ou multiplier par l'inverse de exponentielle moins IPX, ce qui me donne tout simplement gamma mu P mu moins M U de P égale 0. Là, j'ai une nouvelle équation. Il faut avoir à l'esprit que, en tête, qu'on veut résoudre cette équation-là et au cours de la résolution, on est toujours là avec une nouvelle équation. Là, je ne vois pas ce que je peux faire. J'ai des croix de vecteurs qui sont là. Et sachant qu'un croix de vecteur s'écrit avec sa partie temporelle et sa partie spatiale, donc je peux voir comment je peux faire pour avancer. Pour cela, j'ai écrit la partie spatiale, par exemple, de cette équation-là. J'ai gamma 0 et 0 moins M U de 0 égale à 0. Et cette partie spatiale, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que ça signifie en effet? Bien, c'est l'équation qui caractérise maintenant cette particule dans son référentiel de repos. Et son référentiel de repos, on ne sait pas si la particule elle est au repos ou non, puisque c'est une particule qui est quantique. Elle est en état superposé, on ne peut pas, avec le principe d'incertitude d'Heisenberg, savoir où elle est en un instant donné ou sa vitesse. Mais c'est pas grave, on va faire l'hypothèse que la partie temporelle décrit la particule dans son référentiel de repos, mais le référentiel de repos, on peut déterminer ce référentiel-là, hein, c'est le référentiel du centre de masse de la particule. Le centre de masse est immobile, il ne bouge pas. Donc, au niveau du centre de masse de la particule, même si elle est en état indéterminé, on peut avoir son référentiel on peut placer son référentiel de repos au niveau du centre de masse, et si la particule elle est toujours en repos. Donc là, c'est le référentiel de la particule dans son référentiel de repos, elle s'écrit comme ça. Et bien, là, je suis encore bloqué, je ne peux pas avancer encore un petit peu. Pour cela, je vois là, j'ai une produit matricielle. Là, le M qui est là, il y a la matrice identité qui est multipliée avec le M. J'ai ça, une somme matricielle. Pour avancer, je vais essayer d'écrire mon quadrovecteur quantité de mouvement. Je sais que le quadrovecteur quantité de mouvement, il s'écrit avec une partie temporelle et une partie spatiale. Et c'est aussi comme ça, M gamma C et M gamma V. Le V, c'est un vecteur, et un vecteur, dans son potentialité, c'est qu'en 3 dimensions, nous sommes dans un espace en 3 dimensions dans cette salle, nous sommes dans un espace en 3 dimensions, x, y et z, et un vecteur, il est en 3 dimensions, donc le vecteur qui est là, c'est un vecteur en 3 dimensions. Puisque là, si c'était en quadrovecteur, il tiendra compte du temps qui va faire office de 4 dimensions en relativité d'Einstein. Le quadrivecteur en quadri 4 vecteurs. Là, le vecteur est en 3 dimensions. Et dans son tout ça forme le quadrivecteur qui est en 4 dimensions. Et là, le quadrivecteur quantité de mouvement, il s'écrit comme ça. Et là, c'est sa partie temporelle et ça, c'est sa partie spatiale. Après,
de 0 égale à M gamma. Pourquoi j'écris tout simplement gamma? Parce qu'on avait fait le test depuis le début que H bar égale à C égale à 1. Donc j'ai ça. Et pourquoi j'ai 0 et c'est là? Ben, au niveau du centre de masse de la particule ne bouge pas, en fait le centre de masse ne bouge pas, donc la vitesse au niveau du centre de masse est nulle. Si on calcule la vitesse du centre de masse, c'est pas quelque chose qui vibre ni bouge. Donc on a V égale 0. En effet, le facteur de Lorentz, il s'écrit 1 sur racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Donc si au niveau du centre de masse, V égale à 0, V égale à 0, le V en vecteur, c'est V1, V2, V3 ou Vj. Ça dépend de la notation qu'on utilise. Donc si ça égale V égale 0, j'aurai gamma égale tout simplement 1 sur racine de 1 et égale à 1. Donc finalement, j'ai P de 0 égale à M0. Là, je suis avancé dans mes recherches de solutions. Là, je peux remplacer maintenant le P de 0 par tout simplement M. Maintenant, cette équation-là, dans le centre de masse de la particule ou du fermion, s'écrit gamma 0 P. Non, gamma 0 M moins M U de 0 égale à 0. Là, j'ai des masses qui sont là, et les masses, je peux les simplifier, on peut les multiplier par l'inverse. Il y a toujours une identité qui est là, je ne l'écris pas. Donc, je peux simplifier par la masse, et finalement, j'ai gamma 0 moins 1. Le 1, c'est la matrice identité. Égale à 0. Cette équation, je peux l'écrire sous forme explicite. Gamma 0, c'est I 0 moins I 0 moins identité I 0 I U. Le U de 0, c'est U de 0, U de 1, U de 2 et U de 3 égale 0, 0, 0, 0. Cette équation devient cette nouvelle équation matricielle qui est là avec les inconnus qui s'est censé les U, le U de 0. Donc si je fais cette somme matricielle là, j'aurai plus, moins, et finalement tout ça va devenir le I moins I, j'ai en 0, 0, après j'ai en 0, j'ai en moins 2, I, U de 0, U de 1, U de 2, U de 3, égale à 0, 0, 0. Eh bien, c'est comme ça, à X, c'est exactement une équation de cette forme-là. Et ça, on sait résoudre ça. Je vais effacer cette partie-là. Là, je réécris mon équation. J'ai maintenant 0, 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 moins 2, 0, 0, moins 2. Facteur de U de 0, U de 1, U de 2,
toujours simplifier en multipliant par moins 1 demi, ce qui me donne 0, 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 1, 0, 0, 0, 0, 1. U de 0, U de 1, U de 2, U de 3 égale à 0, 0, 0, 0. Et bien là, ça, on sait résoudre ça. Si après calcul, j'aurai U de 1, j'aurai position non. Je vais faire U1 de 0 égale à U de 0 et U2 de 0 égale à U1 égale à U1 et égale à 1 égale à 1 et U2 égale à U3 égale à 0. Donc finalement, si j'écris 0, 0, 0 et ça, égale à 0, 1, 0, 0. Là, c'est U2 et U3 sont nuls. Les U1 de 0 et U2 de 0 sont les projections du spin de la particule dans son référentiel de repos, son centre d'inertie, son centre de masse. Au niveau de son centre de masse, si on projette son spin, on aura des 1, 1 au niveau de la première ligne et la deuxième ligne, avec U de 0 et U1 sont égales à 1 et les autres sont égales à 0. En fait, c'est aussi égal à 1, mais ça va prendre compte de l'énergie négative. Cette partie, c'est pour la partie d'énergie négative. On va calculer, on trouvera tout simplement également 1, 1. Donc, le spin de la particule du fermion sera tout simplement 1, 1, 1, 1 dans son référentiel de repos. Donc, voilà. C'est la première partie. C'était le quadrivecteur dans le plan de l'équation de Dirac de fonction propre de quadrivecteur. C'est le mouvement d'énergie positive, on a ça. Maintenant, bis repetita, on va faire la même chose pour l'énergie négative. Hop, j'ai effacé, c'est pas grave. Là, c'est exactement la même chose et on va aller très vite. Par exemple, en énergie négative, on a exponentielle de P. Hop. Pour l'énergie négative, on a phi moins de x égale à exponentielle de P scalaire x v de P. Donc, je remplace dans l'équation de Dirac. Je substitue le spinner de Dirac par cette onde plane d'énergie négative. J'ai maintenant I gamma mu et en mu moins m exponentielle de P scalaire x v de P égale à 0. C'est exactement la même chose, mais avec quelques exceptions près. Exception due au signe qui change. Et bien, je peux écrire I gamma mu et en mu facteur de exponentielle P I, je vais écrire nu scalaire x nu v de P moins m exponentielle de P scalaire x v de P égale à 0.
Finalement, j'aurais moi gamma mu. Et je vais écrire des nus, remplacer par des nus. C'est pas grave. Les mu et les nus sont identiques, hein. C'est pas un problème. Là, gamma nu, gamma nu et nu. Parce que là, le x nu, il va être égal à 1 et ça, c'est une constante, ça va descendre. Et les i, ça donne i carré et i carré égale moins 1. J'ai maintenant moins m exponentielle de ip scalaire x v de b égale à 0. Là, je peux simplifier, je multiplie plutôt les deux membres par moins 1. Je trouve finalement gamma nu et nu plus m. Et en même temps, je utilise par exponentielle ip au scalaire x. J'ai tout simplement ça égal à 0. C'est exactement la même chose, mais le signe ici n'est pas le même signe. Donc, cette équation, maintenant je vais l'écrire dans le référentiel au repos de la particule. Le référentiel au repos de la particule, on a vu, c'est le référentiel du centre de masse. Donc, l'équation devient gamma 0 P0 plus M V de 0 égale à 0. Là, avec la même chose qu'on a vu tout à l'heure, P de 0 égale à M. M. Donc là, j'écris gamma 0, M plus M, V de 0 égale à 0. Je peux simplifier en divisant par l'inverse, en multipliant par l'inverse de M. Ici, j'ai la matrice de densité. Et bien, j'ai finalement gamma 0 plus 1. Le 1, c'est l'intensité. V de 0 égale à 0. Là, j'ai ma somme matricielle qui est là. C'est I0 I plus I0 0 I et V de 0, V de 1, V de 2, V de 3 égale à 0. La somme qui est là, je vais l'écrire. Cette somme-là, ça me donne. Je vais avoir dans les deux premières lignes des 2 et les deux dernières lignes, j'aurai des 0. Donc j'ai 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0. J'ai que des 0 au niveau des deux dernières lignes. Et on a V de 0, V1, V2, V3 égale à 0. Et là, je peux simplifier en multipliant par 1 demi. D'où j'ai 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Hop. 0, 0, 2. Facteur de V de 0, V de 1, plus V de 2 et V de 3 égale à 0.
eh bien, c'est toujours la même chose. C'est une équation de ce type-là, ax égale à 0, et on sait résoudre cette équation-là. Donc après résolution, nous allons avoir V1 de 0 et V2 de 0 qui vont être égales à 1, et V2 et 3 vont être égales à 0. Maintenant, je pose que V1 de 0 égale à V0 et V2 de 0 égale à V1 et c'est égal à U, U2 égale à U3 dans l'autre équation d'énergie positive de tout à l'heure. Et c'est égal à 1. Égal à 1. Donc ce qui me donne V1 de 0 égale à 1, 0, 0, 0, et V2 de 0 égale à 0, 1, 0, 0. Si on l'écrit plutôt du point de vue de l'énergie positive de tout à l'heure avec les E, j'ai maintenant eu 2 contre-variants égale à 0, 0, 1, 0 et U 3 contre-variants égale à 0, 0, 0, 1. Donc voilà, pour l'énergie négative, on a 1. Les 1 sont les projections des spins de la particule dans son référentiel de repos, toujours. Maintenant, quand on a levé les déterminations sur le référentiel du centre de masse de la particule, on peut maintenant chercher les solutions de l'équation de Dirac dans n'importe quel type de référentiel d'inertie en lien avec le référentiel du centre de masse de la particule, du référentiel du repos de la particule. Donc pour avoir la solution dans n'importe quel type de référentiel, on revient sur notre équation de tout à l'heure avec tout simplement gamma P moins M plus N U de P. Là, c'est dans n'importe quel type de référentiel égal à 0. On va revenir avec ça, puisqu'on a des solutions dans le système de référentiel au repos de la particule. On va se rappeler que, par exemple, si j'ai une équation, je peux, pour déterminer les solutions, les racines de cette équation, je peux utiliser, par exemple, si j'ai une équation de ce type-là, ax carré plus bx plus c égale à 0, je peux calculer le delta, b carré moins 4 ac, et je peux calculer aussi les racines 1 et 2. Et ces racines-là, je peux les écrire pour écrire l'équation d'une autre manière à l'aide de ces racines. Je peux écrire x1 plus b facteur de x2 plus a, ou xa plus b plus x1 plus a facteur de x2 plus b. Comme ça. Je peux faire ça. Donc là, dans l'équation de Dirac, j'avais deux types de solutions, la solution d'énergie positive et négative. Et bien si j'essaie avec mes réminiscences, des rappels de ce que j'ai fait ailleurs, on a vu auparavant au lycée, au collège, à l'école primaire, sur les équations. J'ai ça, disons, je peux écrire avec moins pour faire un lien avec l'énergie positive et négative. Je peux écrire cette équation-là, je
écrire à l'aide de ces racines-là, comme ça. Et avec l'équation de Dirac, j'avais deux types de solutions. La solution d'énergie positive et négative, donc je peux essayer de les écrire comme ça. Pourquoi pas? Ce sont des mathématiques, on a tellement fait ça, on s'est habitué avec ça. Et c'est toujours vrai, avec rigueur, si on pousse très bien les choses, on retrouve la bonne solution. Donc, si j'essaie d'écrire l'équation de Dirac, euh, de cette manière-là, avec oui, A, X, disons X plus A, pour le X moins A. J'essaie d'écrire mon équation directe de ce type-là. Donc, j'ai gamma mu, P mu, moins M, facteur de gamma mu, P mu, plus M. Si j'écris l'équation directe comme ça, certainement, si je développe cette équation, j'aurai une forme de l'équation de Dirac, pas tout à fait l'équation de Dirac habituelle, mais ça va m'avancer à une autre solution, une autre manière d'écrire l'équation de Dirac. Donc, je vais développer égal à, je vais écrire là, égal, gamma mu, P mu, gamma mu, P mu, gamma mu, P mu, gamma mu, P mu, ça fois ça, plus gamma mu, P mu, plus M, plus M, et maintenant, moins M, gamma nu, P, moins M, gamma nu, P nu, moins M au carré. Et nous nous rappelons que d'après la convention d'Einstein, les termes qui se répètent là, MP nu, PU, PU. Oui, les termes avec des lettres grecques identiques qui se répètent deux fois sont sommés. Donc les N, les nus et les mu vont être sommés. Si on les somme, on va trouver 0 plus que tout ça. C'est identique. Après remplacement des lettres grecques par des chiffres de 0 à 3, j'ai tout ça égal à 0. Finalement, j'ai que gamma mu, P mu, gamma nu, P mu, moins P au carré. Je vais réarranger tout ça. Je ramène les gamma ensemble, les quadrilatères constitués de mouvement ensemble. J'ai finalement gamma mu, gamma mu, gamma nu, P nu, P nu, moins 1 au carré. Là, je peux réécrire. Je suis encore dans une impasse. Pour avancer, je dois me souvenir de ce que j'ai vu dans d'autres circonstances, en maths ou en physique. Donc là, j'essaie pas de bidouiller, mais d'arranger les choses pour que j'avance. Finalement, je vais essayer d'écrire comme ça, gamma mu, gamma nu, plus gamma nu, gamma nu, plus gamma nu, gamma nu, gamma nu, gamma nu, P mu, P
nu moins m au carré. Et bien ça, c'est exactement la même chose qui est là. Euh, Égal à 1 demi de gamma nu plus gamma nu plus gamma nu moins gamma nu facteur de P nu moins n au carré. Je pense que ça sort pas bien. Je vais changer au 1 demi de gamma nu plus gamma nu plus gamma nu moins gamma nu facteur de P nu moins n au carré. Donc voilà, si on regarde très bien, je peux simplifier si je calcule tout ce qui est dans la parenthèse, j'aurai toujours ça. Puisque là, les gamma nu vont devenir 0. Et là, j'ai 2 gamma nu multiplié par 1 demi, j'aurai tout simplement gamma nu. Et là, j'ai toujours ça. Donc voilà, si je me souviens, tout ce qu'on a vu sur les matrices gamma de Dirac, on avait vu que les matrices gamma de Dirac commutaient. Ce sont des matrices qui se commutent, donc leur commutateur est nul. Si je remplace ça par les opérateurs commutateurs et anticommutateurs, j'aurai finalement 1 demi de l'anticommutateur de gamma nu plus le commutateur de gamma nu facteur de P nu moins n au carré. Comme la matrice gamma de Dirac commute, son commutateur est égal à 0, ce qui me donne tout simplement 1 demi du commutateur, de l'anticommutateur plutôt, de gamma nu fois P nu moins n au carré. Et on avait deux types de définitions pour le commutateur, l'autre qui est avec la somme et l'autre avec le tenseur métrique. Donc si je remplace par la définition avec le tenseur métrique, finalement j'ai 1 demi de 2 états mu nu scalaire P nu moins m au carré. Les deux vont se simplifier, donc j'ai tout simplement état mu nu P nu moins m au carré. Là, si on se souvient encore que on peut écrire le produit scalaire des quantités de Lorentz à l'aide de notre tenseur métrique, et que le tenseur métrique peut élever et abaisser les indices de facteurs d'un terme de Lorentz. On peut maintenant simplifier l'expression qui est là. Donc, oui, je rappelle, si j'ai par exemple un quadrivecteur quantité de mouvement covariant, en fait, il s'écrit grâce à un tenseur métrique covariant contracté avec un autre quantité de mouvement.
quadrilatère quantité de mouvement, plutôt, cette fois-ci, contravariant. Ici, j'ai un quadrilatère contravariant, j'ai une métrique contravariante, contractée avec quadrilatère covariant. Donc, à l'aide de cette relation-là, je peux remplacer. Si je vois là, ce terme-là, c'est à peu près celui-là. Donc, ça, c'est égal à, je peux écrire ça comme étant un quadrilatère qui est contravariant. Donc, si je réécris maintenant, c'est quelle heure ce qui me donne finalement égal à P nu, P nu moins M au carré. Et je peux écrire tout simplement P nu, P nu, P nu, puisque les mu et les nu sont identiques, moins M au carré. Et cette relation-là, c'est un produit scalaire. Ça s'écrit tout simplement P carré moins M au carré. Et la relation qui est là, en relativité, c'est une relation très importante en relativité restreinte, parce que c'est l'équation de l'énergie relativiste. On ça, E carré égale à P carré, c'est carré moins M carré, c'est 4. Et comme C égale à 1, on a tout simplement P carré moins M au carré. C'est ça. Eh bien, là, on est content, puisque dans n'importe quel type de référentiel, on retrouve l'énergie de notre particule. Donc, juste en écrivant la forme développée de cette forme factorisée des solutions de notre équation de Dirac, on retrouve l'énergie. À partir de là, on peut maintenant se dire qu'on est dans le droit chemin, on avance quand même. Nous sommes toujours dans la physique. Donc, on peut écrire que gamma mu, P nu, moins facteur de gamma nu, P nu plus M, U, A, 2, de 0, égale à 0. Pour retrouver l'équation de Dirac. L'équation de Dirac, dans n'importe quel type de référentiel, à partir, en lien, cette fois-ci, avec l'équation écrite dans le centre de masse de la particule ou du fermion qu'on écrit. Quand on étudie, on peut écrire l'équation comme ça. Et maintenant, cette équation, pour l'avoir dans n'importe quel type de référentiel, là c'est dans le référentiel de repos, pour l'avoir dans n'importe quel type de référentiel par rapport au référentiel de repos, nous allons maintenant l'écrire de cette manière dans n'importe quel type de référentiel. Je vais écrire 1, 2, je vais les contracter de P égale à N. N, c'est un facteur, un terme qu'on va déterminer. M moins gamma nu plus gamma nu P nu plus M U 1, 2. On va référencer le repos.
Eh bien, dans n'importe quel type de référentiel, on a cette équation pour caractériser l'équation de Dirac par rapport à l'équation de Dirac d'une particule ou d'un fermion en lien avec son référentiel du centre de masse ou son référentiel de repos, avec n'importe quel type de référentiel et avec n'importe quelle forme de matrice gamma. On peut écrire l'équation de Dirac comme ça. Maintenant, déterminons le U12 de P. Le U12 de P, je vais d'abord introduire, rappeler le gamma. Le gamma nu, le gamma nu ou le gamma mu s'écrit en effet comme gamma 0 plus gamma G ou gamma avec flèche. C'est un gamma 1, 2, 3, le gamma avec flèche. Et le gamma 0, c'est la contraction du gamma avec flèche. Le vecteur gamma qui est là, c'est la contraction de gamma 1, gamma 2, gamma 3. Et pour avoir un quadrivecteur, j'aurais besoin de 4 termes. Donc je contracte, je fais la somme avec le gamma 0. Mais le gamma 0, il s'écrit aussi avec la matrice identité. Et le gamma G, ou le gamma, G, il s'écrit 0, sigma, sigma 0 plutôt. C'est juste un rappel, ce sont les matrices de sous-gradeur de SE2, les matrices de Pauli, les sigma. Donc voilà. Si maintenant j'écris cette équation sous forme explicite, finalement U, 1, 2, 2P, s'écrit tout simplement 1, N et gamma 0 fois P, soit P de 0, et gamma J fois P plus gamma J fois P, P spatial, P J, avec P mu par exemple, c'est comme ça avec P de 0, P, avec P de 0, c'est la partie temporelle, c'est une autre manière d'écrire. P, il peut s'écrire comme ça, E et la partie énergie, la partie spatiale. Pourquoi j'ai ça? E, en fait, ça découle de cette relation-là. Cette relation-là, la partie temporelle, on a vu que ça s'écrit aussi. La partie temporelle, de P, ça s'écrit aussi comme ça. Oui, M, gamma C, et ça, c'est l'énergie. C'est E égale MC2, égale MC2. C'est égal ça, puisque C égale à 1, et gamma égale à 1, on n'a que M, donc c'est la partie énergie. Et M, gamma V. D'où on a cette relation. La partie temporelle, c'est l'énergie, c'est aussi l'énergie. Je vais faire
Donc, si j'écris 1, 2, de P, j'ai maintenant de la N, la partie temporelle, I, 0, 0 moins I, E, plus la partie disons, 0 moins sigma, sigma, 0, P plus M, identité, I, 0, 0, I. Et cette équation, après développement, j'ai ça, là, je vais d'abord calculer avec les termes avec l'identité. Si je fais ça, j'ai tout simplement E, moins E, et là j'ai M, M, donc ça me donne E plus M et moins E plus M, plus après moins sigma P et sigma P. D'où U1, 2, 2P égale à M chez E plus M sigma P et G moins E plus M. Non, moins sigma P moins E plus M. Et là, U de U1 de U1 de 0. Maintenant, j'ai ça. Et pour trouver U1 de P égale à M, E plus M, 0, sigma scalaire P, 0, U1 de 0. Et c'est pareil pour U2 de P égale à M, 0, E plus M, 0, sigma scalaire P, U2 de 0. Maintenant, on va poser les conditions sur N pour pouvoir le déterminer. Les calculs sont longs, mais ça vaut le coup. Ce ne sont pas que des calculs, c'est aussi comme ça qu'on fait, qui est constitué la physique théorique. Oui, les conditions sur N, on va poser que U, A, B égale un chroniqueur de A, B avec A, B égale à A et B égale à 1, 2. Donc comme ça, on a N, après le calcul, on a N égale 1 sur racine de 2 facteur de E plus M facteur de M. Pour l'énergie négative, on a N comme ça. Et pour l'énergie, je vais avancer. Pour l'énergie négative, on a toujours la 0. Énergie positive. Et là, pour l'énergie négative, j'ai V de A
V de B égale à moins premier cœur de AB avec A et B égale 1 et 2. Et finalement, on a N pour l'énergie négative égale à moins 1 sur racine de 2 facteur de E plus M facteur de M. Donc là, pour l'énergie négative, E de 1, E de P dans n'importe quel référentiel par rapport au référentiel au repos de la particule, c'est ça, 1 en 1 sur racine de 2 facteur de E plus M facteur de M fois E plus M 0 sigma scalaire P 0 U1 de 0 et U2 de P égale à 1 sur racine de 2 E plus M facteur de M multiplié par 0 E plus M 0 sigma scalaire P U1 de 0. Là, on a maintenant E1 et E2 de P dans n'importe quel type de référentiel en lien avec le référentiel au repos de notre fermion. On va maintenant introduire dans cette relation-là, qui est la relation totale, qui détermine la particule dans son ensemble et en lien avec son centre de masse et d'autres référentiels quelconques d'inertie égale I1. Et maintenant, si j'écris la solution générale d'énergie positive, cette solution-là, on a maintenant U1, 2 de P égale à N et N égale à ça, fois tout ça. Donc, j'ai tout simplement gamma nu, P nu plus M divisé par racine de 2 facteur de E plus M facteur de M. Et E 1, 2, 2, 0. C'est ça. La solution de l'équation qui tient compte du référentiel de repos de la particule et de n'importe quel référentiel. Si on écrit l'équation directe dans n'importe quel référentiel en lien avec le référentiel de repos de la particule, on a ça, cette équation-là. L'énergie négative, les deux. Et après, pour l'énergie positive, on va déterminer V1 et V2 de P en lien avec V1 et V2 de 0. Et c'est exactement la même chose. Et bis replicita, je vais pas réécrire tout ça, on a déjà réécrit avec la première fois pour gamma mu, P mu plus M. Donc, si j'écris V1, 2 de P égale à tout simplement, c'est le signe qui change, puisqu'on a l'énergie négative, on a moins. Le signe va changer, faire un moins nu plus M, le tout divisé par racine de 2 E plus M facteur de M U V1 2 V1 2 2 0.
Bien. Bon, les solutions d'énergie négative sont là. Pourquoi tant de calcul et tant de peine? Eh bien, c'est tout simplement pour voir comment, en fait, en physique théorique ou même en physique, si on cherche des solutions à un problème, et c'est comme ça que Dirac il a fait pour trouver son équation et prouver que son équation est bien en forme et est bien consistante. La forme de son équation est bien consistante. C'est pas et que c'est pas quelque chose d'inconsistant. En lien avec le théorème d'incomplétude de Gödel. Mais là, c'est autre chose. On verra peut-être ça une autre fois. Eh bien, voilà, on a ça pour l'équation de Dirac et de voir comment, et aussi de voir comment on travaille en physique théorique et pas qu'en mathématiques ou dans d'autres domaines de la science appliqués et purs. On a ça. Et je voulais rajouter quelque chose. L'équation de Dirac, la forme qu'on a, c'est pas tout à fait la vraie forme où Dirac il a écrit pour son équation. De même, avec l'équation d'Einstein, l'équation du champ d'Einstein, la forme actuelle qu'on a, c'est pas exactement la même forme que Einstein avait écrit. Pareil pour le principe fondamental de la dynamique en translation, ou le PFD, le principe fondamental de la dynamique, le PFD de Newton, c'est pas la même forme qu'on a maintenant du PFD. En fait, il y a d'autres chercheurs et physiciens qui ont retravaillé la solution, la forme initiale des équations de ces physiciens antérieurs pour avoir une forme, disons, plus élégante qu'on a maintenant pour notre temps. Disons, d'ici 100 ans, les autres, il y aura des générations de physiciens qui vont aussi retravailler les équations de Newton ou d'Einstein ou de Dirac qu'on connaît maintenant pour les mettre dans une autre forme, en conformité. C'est pas que c'est pas une très bonne équation, mais une très belle équation et conforme, et une équation conforme, mais c'est pour c'est pas en lien avec le développement des mathématiques et de la physique. Et voilà. Maintenant, on va dire que les deux ondes planes de l'équation de Dirac qu'on a au début, c'est-à-dire les deux ondes planes de fonctions d'onde, de fonctions propres de quadravecteur quantité de mouvement d'énergie négative et positive, phi, euh, phi plus O, phi plus et phi moins, qu'on avait défini, sont bien les solutions de l'équation de Dirac et qui, après normalisation, vont former les deux, après normalisation, vont former un système orthogonal complet. Et ce système orthogonal complet, pour avoir la solution plus générale de l'équation de Dirac, c'est-à-dire le paquet d'ondes, on fera une combinaison linéaire de ces deux ondes planes pour avoir l'équation générale de l'équation, la solution générale de l'équation de Dirac. Donc voilà, c'est la fin de ce cours sur l'équation de Dirac. J'ai abusé de l'heure, mais c'est pas grave. Si c'est grave, c'est pas bien de prendre l'heure. Bref, voilà. J'ai abusé sur l'heure, c'est pas grave. Il faut se contenter de l'équation et se contenter et admirer, contempler l'équation, la beauté qui est derrière l'équation de Dirac et la résolution de cette équation-là, l'équation de Dirac. On va l'écrire en I, gamma mu, et en mu, moins M, de
psi de x égale à 0. La beauté qui est derrière cette équation est la recherche des solutions de cette équation. Oui, je vais l'écrire aussi sous la forme de Feynman de psi égale à 0 avec un terme barré. Le terme barré, c'est quand même diront mieux. Si on a n'importe quel type de terme qui est barré, par exemple, si j'ai A barré, ça s'écrit tout simplement comme A mu. Les deux formes qu'on retrouve souvent. Et c'est souvent aussi cette forme de dire avec le D barré de Feynman qu'on retrouve sur Internet et avec les gens qui disent que c'est l'équation de l'amour et qui se font tatouer ces équations-là. Et bien sûr, l'équation de Dirac et l'équation de l'amour, et qu'en est-il de l'équation de Majorana? Bien, je dirais ainsi, s'ils veulent. Et en équation de Dirac, comme l'équation de l'amour, c'est faux, hein, c'est pas l'équation qui caractérise l'implication quantique. C'est pas l'équation de Dirac, c'est plutôt la notation de Dirac, la notation bracket qu'on utilise dans l'intrication, les calculs de l'intrication quantique en mécanique quantique ou en informatique ou en quantique, qui fait, qui rend cette erreur-là plus populaire en disant que l'équation de Dirac, c'est parce que c'est Dirac qui a introduit la notation bracket. Bref, qui rend cette erreur-là plus populaire en disant que l'équation de Dirac, qui est plutôt l'équation qui caractérise les fermions de spin 1,5 plutôt. Mais c'est pas grave, c'est une équation qui est très belle, l'équation de Dirac, la beauté qui est derrière. Si on se fait tatouer, c'est pas grave. Donc oui, si les gens prennent l'équation de Dirac pour l'équation de l'amour, l'équation de Majorana. Je dirais plutôt, c'est mieux de prendre l'équation de Majorana pour l'équation pour la qualifier d'équation de l'amour plutôt que l'équation de Dirac, puisque l'équation de Majorana, ça tient compte des entiers particules aussi, de l'entier neutrino ou neutrino. Donc si on est plus amoureux, on se fait peut-être l'équation de Majorana à passer l'équation de Dirac. Bonne, c'est une aparté.